Imagine que vous êtes dans un mariage où tout semble parfait, jusqu'à ce que, soudainement, vous découvriez une vérité qui change tout. La personne en qui vous aviez le plus confiance, celle avec qui vous aviez planifié toute une vie, cachait quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer. Que feriez-vous? Continueriez-vous ou affronteriez-vous la vérité en face? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lena, une femme dont la vie a été bouleversée en découvrant les secrets de Victor, l'homme avec qui elle partageait ses rêves et sa maison. Lena croyait qu'elle vivait un conte de fées, mais l'arrivée inattendue de Teresa, la maîtresse de Victor, a tout changé. La trahison n'était pas seulement un coup dur pour son mariage, c'était une rupture de confiance, une destruction de tout ce que Lena croyait sûr. Ce qu'elle a fait ensuite va vous surprendre, car nous ne sommes pas toujours capables de prévoir notre propre force jusqu'à ce que nous soyons mis au défi. Dans ce tourbillon d'émotions, Lena a trouvé du soutien auprès de sa mère, Martha, et, après une séparation douloureuse, elle a rencontré Nikolai, un homme qui lui a redonné espoir et le véritable sentiment d'amour. Ensemble, ils ont construit une nouvelle vie, une nouvelle famille, aux côtés du petit Thomas, le fils de Lena et Victor, qui a maintenant trouvé un foyer rempli d'amour et de respect. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Lena reconstruit sa vie, Victor et ses parents, France et Helga, font face aux conséquences de leur choix. Ils voient leur vie de luxe s'effondrer, et ce qui reste n'est que du regret. La transformation de Lena est un rappel puissant que, même face aux pires trahisons, nous pouvons trouver la force d'avancer et de retrouver le bonheur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie et activez les notifications, car vous ne voudrez pas manquer le déroulement de cette histoire émouvante et inspirante. Ma femme est Teresa. Je divorce de toi pour l'épouser. Emmène cet enfant inutile et par dès que possible Victor, avec une expression hautaine, me présenta les papiers du divorce. Teresa, avec un sourire satisfait, s'accrocha à Victor et me regarda avec mépris, pensant que je devais leur sembler une personne misérable. Cependant, ils ne réalisent pas à quel point ils sont vraiment ignorants. Cela me rend très triste. Comprenez-vous ce que vous dites? Pensez-vous vraiment que vous pouvez divorcer aussi facilement? Ma mère, Martha, leur répondit fermement. Je suis Lena, une femme au foyer de 32 ans. J'ai été mariée à Victor pendant plusieurs années. Je vis avec mes parents dans leur maison, où notre famille va bientôt s'agrandir. Actuellement, je suis enceinte et l'accouchement est imminent, car mon ventre a commencé à se remarquer. Les conversations avec les voisins sur le bébé me rendent de plus en plus anxieuse à l'idée de rencontrer mon enfant, surtout après une longue période de traitement pour infertilité. J'ai finalement conçu mon premier enfant. Pendant le traitement, il y a eu des moments où je perdais presque espoir, mais voir mon bébé grandir lors des examens réguliers calmait toujours mon cœur. Bien que j'ai un peu de nervosité et d'inquiétude concernant l'accouchement, la joie et l'anticipation surpassent ces sentiments. D'ailleurs, mon médecin m'a informé que le bébé serait une fille. Qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, je compte profiter de chaque chemin qu'ils choisiront, et j'ai déjà imaginé un avenir radieux pour eux. Mais la réaction de Victor fut étonnamment différente. Une fille? Vraiment? Oui, c'est ce que le docteur a dit. Cela ne peut pas être. Dès qu'il a appris que c'était une fille, Victor s'est montré visiblement mécontent, clairement déçu. Victor voulait un fils et était très heureux lorsqu'il a appris la grossesse, mais maintenant il dit même qu'il n'a pas besoin d'une fille. La réaction des parents de mon mari était similaire. Ils acquiesçaient en accord avec Victor. Pourquoi devait-ce être une fille? C'est totalement incroyable, cela n'a aucun sens. Bien qu'il s'agisse de leur propre enfant ou petit-enfant, comment mon mari et ses parents peuvent-ils dire des choses aussi cruelles? J'ai ressenti une grande colère à cause de leurs paroles, mais je les réprimais, me préparant pour les jours à venir. Lena, prends soin du bébé dans ton ventre et repose-toi, me disait ma belle-mère, Helga. Mais depuis qu'ils ont appris le sexe du bébé, elle a commencé à me parler avec brusquerie. Dépêche-toi de finir les tâches ménagères. Tu es si lente que tu m'énerves. De plus, sachant que j'étais enceinte, il me faisait intentionnellement porter des choses lourdes. Ni mon beau-père, France, ni Victor n'aidaient du tout à la maison. Ils ne faisaient que se plaindre. Tu vas nous faire manger cette nourriture horrible? Tu te détends simplement parce que tu es enceinte, mon beau-père a raison. Ils ne veulent qu'un garçon et considèrent une fille comme un fardeau. Bien que je ne devrais pas supporter un tel traitement pour mon bébé, j'ai résisté à cette situation humiliante et protesté de nombreuses fois, mais ils ne faisaient que se moquer davantage de moi. Que ce soit un garçon ou une fille, les enfants sont précieux. Je continue d'affirmer qu'ils doivent cesser de nous rabaisser, mais cela n'a eu aucun effet.
Ils comptaient sur moi et ne pouvaient même pas faire semblant de m'apprécier. Peu importe combien je travaillais ou leur demandais sincèrement de changer leur attitude et d'aider aux tâches ménagères, je n'obtenais aucune réponse et je me sentais épuisée, tant moralement que physiquement. Leur attitude ne faisait qu'empirer. Les enfants sont un fardeau et coûtent de l'argent. Pourquoi ne te fais-tu pas avorter ? Je n'aurais jamais pensé que ma belle-mère, une mère, puisse dire quelque chose de pareil. Mon beau-père a éclaté de rire et a été d'accord avec l'idée. Victor a souri, comme s'il manquait de la décence humaine nécessaire. J'ai profondément regretté d'être devenue famille avec ces personnes. Après cela, j'ai minimisé mes contacts avec eux, les évitant, sauf à l'heure des repas, et je passais la plupart de mon temps dans ma chambre. Quand c'était possible, je faisais de longues promenades pour passer le temps. Je ne voulais pas être avec eux du tout. Cependant, ils venaient dans ma chambre pour continuer à m'insulter, me poussant au bord du gouffre mental. Finalement, j'ai atteint ma limite, et comme lorsque j'étais en traitement pour infertilité, j'ai commencé à pleurer sans retenue la nuit. Rester dans cette maison me rendrait sûrement folle. J'étais au bord du désespoir, prête à m'effondrer. Continuer à vivre ici affecterait également négativement le bébé dans mon ventre, et un accouchement en bonne santé serait impossible. J'ai immédiatement contacté ma mère, qui vit seule, et j'ai décidé de retourner chez mes parents avant la date prévue pour accoucher. « Salut maman, j'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux revenir à la maison plus tôt que prévu ? » « Bien sûr, tu peux revenir à tout moment. Si ça ne te dérange pas ? » « Merci, Léna, tu m'aides beaucoup. » « Il s'est passé quelque chose ? » « Ne te fatigue pas trop. » Je sentais que quelque chose n'allait pas à cause de mon comportement. Ma mère m'a accueilli chaleureusement en réponse. Ma mère est vraiment incroyable. Je veux pouvoir protéger mon enfant comme elle le fait. Pendant que je réfléchissais à cela, j'ai doucement posé ma main sur mon ventre. Ensuite, j'ai rapidement fait mes valises. En 2 jours, j'ai pu retourner chez mes parents. À mon arrivée, l'atmosphère chaleureuse et nostalgique m'a presque fait pleurer. Cet espace était si différent de la maison étouffante de mes beaux-parents que j'ai instinctivement respiré profondément. Pendant le dîner, pour la première fois depuis longtemps, j'ai goûté à la nourriture de ma mère, ce qui m'a réconforté. Ma mère s'est toujours souciée de ma santé. Chez moi, bien qu'il y ait eu 4 personnes dans cette maison, je me sentais toujours seule. Revenir ici m'a fait réaliser à quel point il est réconfortant et chaleureux d'avoir quelqu'un qui me comprend et me soutient. Bien que j'ai enfin eu un moment de paix, mon anxiété ne s'était pas encore complètement dissipée. En fait, ma méfiance envers Victor et ses parents n'a fait qu'augmenter depuis que je suis revenue à la maison. Victor n'est pas seulement venu me rendre visite, mais il n'y a eu aucun contact du tout. Cela ne me dérangeait pas de ne pas avoir de nouvelles de mes beaux-parents, car leur parler serait douloureux. Mais qu'en pense Victor ? En tant que père de mon fils, il ne se préoccupait pas de ma santé. Peut-être n'avais-je plus d'importance à ses yeux. Même ma mère, Martha, a senti que quelque chose n'allait pas à cause de l'absence de contact avec lui. « Pourquoi Victor ne communique-t-il pas avec nous ?» demanda-t-elle un jour. Je n'ai pas su quoi répondre et j'ai simplement secoué la tête. Sans aucun contact avec Victor, l'heure de l'accouchement a enfin sonné. Dans la salle d'accouchement, ma mère m'a tenu la main tout le temps et m'a appris des techniques de respiration. En me demandant combien de temps s'était écoulé depuis le début des contractions, ma conscience a commencé à se troubler. « Léna, accroche-toi, tu vas bientôt rencontrer ton bébé. Tu es une femme forte, tout ira bien. » Grâce à ma mère, j'ai pu continuer à respirer, même dans les moments les plus difficiles. « Léna, félicitations, tu t'es si bien débrouillée. C'est une belle petite fille. » Les larmes ont coulé tandis que ma mère célébrait la naissance du bébé. Le bonheur rayonnait de mon nouveau-né et je n'ai pas pu retenir mes larmes non plus. Bien que mon cœur soit rempli de joie, une petite tristesse subsistait en raison de l'absence de Victor. Lorsque les contractions ont commencé, j'ai essayé à plusieurs reprises de communiquer avec Victor. J'ai envoyé de nombreux messages et j'ai passé plusieurs appels, mais je n'ai pas eu de réponse, seulement la tonalité impersonnelle de la sonnerie du téléphone. Je me demandais sans cesse s'il ne répondait pas parce que c'était mon smartphone. J'ai même essayé d'appeler depuis le téléphone de ma mère, mais Victor n'a jamais répondu. Après la naissance, Victor ne s'est jamais présenté chez mes parents et 2 mois ont passé rapidement. Les premiers mois en tant que parent ont été très chargés. Changer les couches, nourrir l'enfant et s'occuper de ses pleurs nocturnes. Lorsque Thomas, le bébé, pleurait la nuit, ma mère en prenait la responsabilité en disant
Je m'occupe de lui, tu te reposes. Elle me permettait de dormir un peu. Grâce au soutien constant de ma mère, j'ai pu surmonter les moments les plus difficiles. Les connaissances parentales que j'ai reçues de ma mère, en tant que parent expérimenté, ont été inestimables et j'ai peu à peu été capable de m'en sortir seule. Pendant cette période, j'ai continué à envoyer des photos et des vidéos de la croissance du bébé à Victor et à mes proches, mais je doutais qu'ils les regardent. L'absence de réponse me donnait l'impression qu'ils étaient indifférents ou qu'ils ne vérifiaient même pas les mises à jour, ce qui me décevait. J'ai continué à appeler, mais je n'ai pas eu de réponse, et mon inquiétude et mes doutes n'ont fait qu'augmenter. Après avoir supporté cette situation pendant un certain temps, je ne pouvais plus laisser le problème en suspens et j'ai finalement décidé de retourner chez Victor avec mon fils. Ma mère accepta de m'accompagner sur le chemin du retour, ce qui fut à la fois un réconfort et un soulagement. Lorsque j'ai enfin tenu la clé de la maison dans ma main, devant la maison des parents de Victor, les souvenirs de mon retour chez mes parents ont refait surface et mes mains ont tremblé tandis que je tournais lentement la poignée de la porte. Soudain, j'ai entendu des rires enfantins et un gloussement féminin à l'intérieur, et j'ai immédiatement imaginé de qui il pouvait s'agir. Victor n'a pas de parents de sexe féminin et tous ses cousins sont des hommes célibataires, il était donc évident qu'il ne faisait pas partie de la famille. Mon esprit s'est obscurci sous l'effet du choc. J'ai courageusement ouvert la porte. Dans le couloir, j'ai vu des petites chaussures rouges inconnues et des baskets de femmes que je ne reconnaissais pas du tout. Ma mère a également regardé avec étonnement. Nous sommes immédiatement entrés dans la maison et nous nous sommes précipités vers la source des voix. Lorsque j'ai atteint le salon, une femme inconnue et un petit enfant s'y trouvaient. « Qui êtes-vous » m'exclamai-je avec étonnement. Victor, ainsi que les membres de ma famille, sont apparus au fond de la pièce. « Pourquoi es-tu venu seul et n'as-tu pas amené ta mère avec toi ? Quelle impolitesse de ta part !»« Attends, Victor, ces personnes te sont-elles familières ?» demandai-je, perplexe. Sans aucun signe d'inquiétude, Victor a attiré la femme à lui. Il y avait entre eux une atmosphère d'intimité évidente. La femme m'a regardé d'un air provocateur et s'est approchée. « Voici Teresa, ma compagne, et voici notre fils. Vous devriez comprendre cela, » dit Victor avec suffisance, comme s'il avait gagné quelque chose. « Comment ça, notre fils ?» demandai-je en regardant le garçon qui semblait avoir environ 3 ans. « Alors quand tu dis « ma copine » et « notre fils », tu veux dire qu'elle est ton amante ?» D'après l'âge du garçon, Victor a probablement commencé sa liaison avec cette femme il y a environ 3 ans. « C'est ennuyeux d'être avec quelqu'un comme toi, alors je n'avais pas le choix. »« C'est entièrement de ta faute, » dit Victor en riant avec arrogance. Malgré la présence de ma mère, ils ont continué à proférer des paroles cruelles, comme d'habitude, sans aucune pitié. Mes proches n'ont rien fait pour arrêter le comportement de Victor. S'ils savaient depuis le début, alors ils ne devaient pas savoir depuis le début, et ils se moquaient tous ensemble de moi. Pourquoi devrais-je, moi qui n'ai rien fait de mal, continuer à endurer ce traitement ? Je suis désolée de t'avoir volé Victor, dit Teresa en riant. Teresa a 26 ans et travaille comme serveuse. Tout a commencé lorsqu'elle a rencontré Victor, qui venait en tant que client. Victor prétendait souvent qu'il travaillait tard, mais en réalité il rencontrait Teresa, et ils ont fini par avoir des aventures secrètes. À la suite de ces rencontres, Teresa est tombée enceinte, ce qu'ils ont caché pendant un certain temps. Mais un jour, on a découvert que le bébé était un garçon. Victor a fièrement informé ses parents que leur fils allait bien. « C'est fantastique !» s'est exclamée ma belle-mère, Helga, avec joie. « La liaison n'est pas un problème, l'important est qu'elle ait produit un héritier », a déclaré mon beau-père, France, sans aucun remords. Une jeune maîtresse qui peut donner naissance à un garçon a évidemment plus de valeur qu'une femme incompétente qui ne peut donner naissance qu'à des filles, a-t-il dit froidement. Je le regarde avec incrédulité. Alors, depuis que nous sommes mariés, tu me trompes avec elle ? Demandai-je. Tu as 32 ans, n'est-ce pas ? Si les chances d'avoir un enfant sont de 50 à 50, il est naturel de penser qu'avoir une relation avec une femme plus jeune, plus belle d'ailleurs, augmentera les chances d'avoir un enfant, décida Victor. Il a ainsi manifesté son intention de faire de la femme qui lui a donné un enfant son épouse officielle. Je suis restée sans voix devant les propos impitoyables et immoraux que Victor était prêt à tenir. Alors que j'étais abasourdie par le silence, il a continué. « Thérèse est ma femme. Je divorce pour l'épouser. Prends cet enfant inutile et pars au plus vite. » Victor,
exalté, me présenta les papiers du divorce. Thérèse s'accroche à lui avec un sourire en coin, me regardant avec dédain. Je dois vous paraître misérable, mais vous n'avez aucune idée des imbéciles que vous êtes vraiment. Jamie sends sig trist. Tu comprends ce que tu dis? Tu crois vraiment que tu peux divorcer comme ça? Répond fermement ma mère. Surpris par sa présence, le sourire de Victor disparaît et il regarde ma mère d'un air sceptique. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanded TIL. Tu ne sais pas que le président de l'entreprise où tu travailles est l'oncle de Lena et que c'est grâce à Lena que tu occupes ton poste actuel? L'oncle de Lena? Victor est visiblement choqué. En effet, l'entreprise où travaille Victor est dirigée par mon oncle, le frère de ma mère. La promotion de Victor n'est pas due à un travail exceptionnel de sa part, mais uniquement à ses relations. Si tu divorces de Lena, tu perdras aussi ce poste, poursuit ma mère. Victor n'en savait rien, car je ne lui en ai jamais parlé intentionnellement. Sa fierté s'est effondrée lorsqu'il a réalisé que sa promotion n'était pas le résultat de ses propres mérites, mais qu'elle avait été facilitée par mon oncle. Cela l'aurait probablement mis en colère, ou, connaissant les liens familiaux, il aurait pu adopter une attitude encore plus arrogante ou se détendre au travail. Dans les deux cas, l'issue n'aurait pas été favorable. Victor et ses parents sont restés sans voix face à cette révélation. Ils étaient stupéfaits de découvrir que la famille de la belle-fille qu'ils méprisaient était en fait le président de l'entreprise qui soutenait leur mode de vie. Ignorant leur visage choqué, ma mère a continué calmement. À propos, vous n'êtes plus attendu dans notre entreprise. Pourquoi? Victor Bell Beauty perplex. Eh bien, vous avez détourné des fonds de l'entreprise, n'est-ce pas? La direction l'a déjà découvert. J'ai été très choquée d'apprendre cela par ma mère lors de ma visite à la maison. Si cela devenait une affaire de police d'État, c'était inévitable. Même si tu essayais de divorcer et de t'enfuir, nous le signalerions simplement à la police. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le ton de ma mère était calme, mais le visage de Victor pâlit instantanément. Il semblait accablé et incapable de formuler des mots. Victor ouvre la bouche en tremblant légèrement. Nous attendons qu'il parle. Si je ne divorce pas, me pardonneront-ils le détournement de fonds? Demanda-t-il désespérément, à genoux, à ma mère. Mais ma mère, Martha, secoua la tête, sans changer l'expression de son visage, rejetant sa demande. Ce n'est pas possible. Ce que tu as fait est un crime, il ne peut pas être pardonné. Après une profonde perplexité, Victor regarda Teresa et continua. Tu as dit que tu divorcerais de Lena et que tu épouserais cette femme, n'est-ce pas? En tant qu'homme, tu aurais mauvaise mine si tu n'allais pas jusqu'au bout de tes décisions. Oh, et si tu divorces de ma fille, tu devras payer la pension alimentaire, le service des successions et rembourser tout l'argent que tu as détourné. En entendant cela, Victor s'est effondré sur le sol comme si toutes ses forces l'avaient quitté. Puis il a levé les yeux vers ma mère et s'est excusé du mieux qu'il a pu. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrai plus vivre en société comme je le fais maintenant. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'était pathétique de le voir ainsi. Je me suis rendu compte que tout mon attachement pour lui s'était complètement refroidi. Peut-être que mes sentiments pour Victor s'étaient progressivement estompés depuis que j'étais tombée enceinte, et maintenant, au moment où il a perdu sa dignité, ma peur de lui et de mes proches a également disparu. Je n'avais plus peur de ses paroles. En le voyant accroupi sur le sol, pleurant et sanglotant dans un état honteux, j'ai continué à suivre les paroles de ma mère. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à nous verser, à Thomas et à moi, les sommes dues. Ajoutées à ce que tu dois à la société, cela fera une somme considérable. Ainsi, même si tu divorces, tu ne pourras pas dépenser l'argent à tort et à travers. Victor était connu pour ses dépenses extravagantes en cravates et chaussures de luxe qui remplissaient notre maison. Il achetait également des clubs de golf coûteux sous prétexte qu'ils pouvaient être utilisés pour divertir des clients, ce qui n'était jamais le cas. À mes mots, Victor hocha faiblement la tête et Teresa afficha une expression de mécontentement. Ses lèvres étaient pincées de dégoût. L'ignorant, j'ai reporté mon attention sur mes proches, j'avais aussi quelque chose à leur dire. À ce moment-là, ma belle-mère, Helga, s'est soudain écriée. « C'est de ta faute si nous vivons ainsi. » M'a-t-elle crié, les yeux injectés de sang et de colère. Cependant, ce qui s'est passé est le résultat de leur propre choix, et non de ma responsabilité. C'était une phrase que j'avais déjà entendue, mais elle ne m'affectait pas maintenant.
Cependant, Helga a haussé le ton sous l'effet de la colère, et j'ai trouvé son comportement assez pitoyable, ravalant les mots qu'elle s'apprêtait à dire. Victor s'est ensuite excusé à plusieurs reprises auprès de ma mère et a promis de rendre l'argent détourné pour éviter d'être dénoncé à la police. Cependant, il a été renvoyé de l'entreprise en raison de ses actions. Une année s'est écoulée rapidement et Thomas et moi vivons aujourd'hui heureux. Les critiques constantes de Victor et de mes proches ont cessé, et je suis mentalement stable. En regardant en arrière, je peux voir à quel point la vie était anormale avant le divorce. Avec le temps, leurs souvenirs se sont peu à peu estompés. Mais un jour, à l'improviste, Victor et ses parents sont apparus devant nous, comme s'ils voulaient s'assurer que nous ne les oublierions pas. Mais ils n'étaient plus ceux qu'ils étaient, ils avaient l'air malheureux. Ils s'habillaient de manière ostentatoire et avaient l'air jeunes, mais maintenant ils portaient des costumes de sport bon marché et des t-shirts en lambeaux. On aurait dit qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'aller chez le coiffeur, que la racine de leurs cheveux était de leur couleur naturelle et qu'ils étaient échevelés. Il était évident qu'ils étaient confrontés à des difficultés financières. D'après eux, mes parents dépensaient l'argent à tort et à travers. Malgré leur situation difficile, leurs habitudes de gaspillage n'ont pas changé. Ils dépensaient non seulement leur pension, mais aussi les frais de subsistance de Victor, achetant des articles de luxe à crédit. Finalement, ils ont dû vendre leurs propriétés onéreuses pour faire face au paiement. Cette situation était auto-infligée et je n'ai joué aucun rôle dans leur chute. Même après avoir été licencié, Victor s'est accroché à son ancienne industrie. Il travaille actuellement à temps partiel tout en cherchant un emploi. Cependant, sa réputation dans le secteur s'est répandue négativement et naturellement, les circonstances de son départ de son ancien emploi étaient bien connues des entreprises, ce qui rendait difficile son retour dans son ancien secteur ou l'obtention d'un emploi stable. Il a été contraint de survivre en travaillant à temps partiel, mais il semble que tout l'argent qu'il gagnait ait disparu en même temps que le remboursement de la division des biens et de l'entretien. Il aurait survécu en achetant du pain à prix réduit le soir dans les supermarchés, mais, même en connaissant cette situation, je n'ai pas trouvé en moi la force de compatir avec eux. Pendant que Victor et ses parents parlaient, je ne pouvais qu'écouter en silence. À ce moment-là, j'ai remarqué que le fils de Teresa regardait autour de la pièce, guidé par Helga, et j'ai réalisé que Teresa n'était pas là. Alors que je me demandais si elle et Victor s'étaient mariés, remarquant mon regard, Victor, haussant les épaules, a dit « Teresa m'a quitté dès que j'ai perdu mon travail et mon argent ». Je me suis souvenu de l'expression ambiguë de Teresa lorsque j'avais conseillé à Victor de limiter ses dépenses extravagantes, qu'elle ne s'intéressait qu'à son argent. J'ai été trompé par elle, s'est exclamé Victor, à ma grande surprise, en révélant un fait choquant. Victor pensait que le fils de Teresa était le sien. Mais après que l'enfant ait grandi et ne lui ait pas ressemblé, il a fait un test ADN qui a confirmé que l'enfant n'était pas le sien. Après avoir appris cela, Teresa a disparu d'elle-même, explique Victor en tenant l'enfant dans ses bras, semblant chercher de la sympathie. Soudain, un homme apparaît dans le salon. Il tenait dans ses bras un petit garçon qui m'a regardé et m'a souri. Son sourire semblait illuminer tous ceux qui l'entouraient. En voyant son sourire radieux, j'ai été rempli d'amour. Léna, qui est cet homme ? La voix de Victor tremblait d'émerveillement. Sa réaction reflétait la mienne lorsque Teresa était apparue pour la première fois dans la maison de mon beau-frère. Il a grandi, n'est-ce pas ? C'est mon fils. Le médecin ne l'a pas remarqué sur les photos, car sa moitié inférieure était cachée, mais en fait, l'enfant né il y a 1 an était un garçon. Lorsque Victor et mes proches ont réalisé que Thomas était un garçon, leur attitude a soudainement changé. Cela veut-il dire que mon fils est un garçon ? Demande Victor. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Victor Bravo. Maintenant, nous pouvons recommencer. De quoi parles-tu ? Oh, tu aurais dû nous le dire plus tôt, c'est super. Mes proches ont soudain changé d'attitude et m'ont dit cela en souriant. Leur façon de penser me laissait incroyablement perplexe, elle me semblait complètement irrationnelle. Croient-ils vraiment que le monde ne tourne qu'autour de leurs désirs ? Désolé pour cette présentation tardive, mais cet homme est mon mari, je ne vais donc pas recommencer avec vous, expliquai-je. Ton mari ? Tuinas Pontandu. Cet homme est mon nouveau mari, confirmai-je en présentant Nicolaï, mon mari. Victor rougit de rage et se mit à jurer. C'est une blague, tu m'as piégé, ne te moque pas de moi. Je ne t'ai pas trompé, je l'ai rencontré après notre séparation. Je ne t'ai pas trompé, je l'ai rencontré après notre séparation.
Ne me compare pas à toi qui as eu une liaison et un enfant secret dans mon dos, expliquai-je calmement. Victor, furieux, vacilla vers notre fils, tentant de l'arracher des bras de mon mari, Nikolai. Lâche-le. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le vrai père de cet enfant, lâche-le. Cria Victor, essayant de prendre Thomas. À ce moment-là, notre fils commença à pleurer de peur, s'accrochant à mon mari et rejetant Victor. Tu vois ça? Victor réalisa la réaction de Thomas et baissa les mains, vaincu. Je le regardai brusquement et lui dis froidement. Puisque tu as tenté de blesser l'enfant, nous ne nous reverrons plus jamais. Tu es vraiment méprisable. Mais je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, tenta de se justifier Victor, mais sa voix semblait faible. Le simple fait que tu sois venu ici sans être invité est terrifiant. Si tu t'approches encore de notre famille, j'appellerai la police, les avertis-je fermement. Peut-être effrayés par mes paroles, Victor et ses parents, Helga et France, quittèrent précipitamment notre maison. À ce moment-là, je pensais que nous n'aurions plus jamais à les affronter, mais j'étais naïve. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour mon fils. Malgré l'avertissement, ils continuèrent à nous contacter à plusieurs reprises par des messages et des appels, et j'ai finalement dû prendre une décision radicale. C'est votre dernier avertissement. Je n'hésiterai pas à appeler la police si cela continue. Leur dis-je après les avoir informés que j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Cela mit enfin fin à leur tentative de contact. Je m'inquiétais encore pour le fils de Teresa, la maîtresse de Victor, mais il semblait que Victor et ses parents négligeaient en grande partie leurs responsabilités. Après qu'un voisin ait informé les services de protection de l'enfance, la police est intervenue. J'en ai été informé par les autorités. Victor et ses parents ont acquis une mauvaise réputation dans le quartier et n'ont plus pu y vivre, ce qui les a conduits à déménager loin. Cela m'a finalement libéré complètement de mes beaux-parents. Actuellement, j'attends mon deuxième enfant avec mon mari Nikolai, et bientôt notre famille s'agrandira. Une vie pleine de vitalité et de joie nous attend. J'imagine un avenir radieux et heureux. Ma mère, Martha, ma famille et moi nous préparons à accueillir cette nouvelle vie. En ce moment, je suis enveloppée du plus grand bonheur possible et je suis profondément reconnaissante à ma famille, qui m'a toujours soutenue. Je me suis engagée à devenir une femme forte et bienveillante, comme ma mère, pour protéger ce qui est important. Après tout ce que j'ai vécu, il me semble incroyable de réfléchir à la façon dont ma vie a radicalement changé. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu avais l'impression que tout s'effondrait, pour te rendre compte plus tard que c'était le début de quelque chose de mieux? C'est étrange de penser qu'à un moment donné, je pensais que ma vie dépendait de l'approbation de personnes qui ne se souciaient vraiment pas de moi ni de mon bien-être. Comment ai-je pu permettre que mon bonheur soit si lié aux attentes et aux demandes des autres? J'ai traversé un mariage qui, au début, me remplissait d'espoir et de joie, mais qui s'est avéré être une source constante de douleur et d'insécurité. Je me souviens qu'avant tout cela, j'avais une vision idéalisée de ce que signifiait être marié. Je croyais que c'était synonyme de soutien mutuel, d'amour inconditionnel et d'un avenir partagé plein de rêves. Mais la réalité, comme je l'ai découvert, peut être très différente. Le plus difficile a été de faire face à la trahison. As-tu déjà ressenti que ton monde s'effondrait lorsque tu découvrais que quelqu'un en qui tu avais pleine confiance non seulement t'avait trahi, mais l'avait fait de manière calculée et froide? Victor, l'homme avec qui je pensais partager ma vie, ne m'a pas seulement trompé avec une autre femme, Teresa, mais il s'est moqué de mes sentiments, de notre relation et même de notre futur enfant. Et le pire de tout, il l'a fait sans le moindre remords, comme si son comportement était totalement justifiable. Cela m'a pris du temps pour accepter qu'une personne puisse être aussi insensible, aussi cruelle, mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je ne peux pas contrôler les actions des autres, mais je peux contrôler comment j'y réponds. Te rends-tu compte de la puissance de cette idée? Le jour où je l'ai acceptée a été le jour où j'ai commencé à retrouver mon pouvoir, mon estime de soi et ma vie. Le soutien de ma mère, Martha, a été vital dans ce processus. As-tu déjà expérimenté le pouvoir guérisseur d'avoir quelqu'un qui te soutient inconditionnellement, qui t'aide à te rappeler qui tu es vraiment lorsque tout autour de toi semble confus? Ma mère a été ce rocher pour moi. Elle m'a aidé à voir que, bien que j'ai perdu un mariage, je n'avais pas perdu ma valeur ni ma capacité à être heureuse. Et que dire de mon fils Thomas? Son arrivée a été la lumière au milieu de toute cette obscurité. Je me souviens des nuits sans sommeil, des journées interminables de fatigue, mais aussi de la joie immense de le voir grandir,
de ressentir son amour inconditionnel. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il apporter autant de bonheur? Chaque sourire, chaque petite réussite me rappelait que j'avais quelque chose pour quoi me battre, quelque chose pour quoi continuer. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir comment Victor, après tout, a essayé de revenir dans ma vie uniquement parce que Thomas s'est avéré être un garçon. Quel genre de personne valorise un enfant uniquement pour son sexe? Comment quelqu'un peut-il être aussi superficiel? Lorsque je me suis finalement confrontée à Victor et à sa famille, j'ai ressenti une libération que je ne peux décrire avec des mots. J'ai réalisé que je n'avais plus peur, que j'avais retrouvé ma dignité et que je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leur acceptation. Et puis un nouvel amour est entré dans ma vie. Au début, j'avais des doutes. Comment pouvais-je faire de nouveau confiance à quelqu'un après tout ce que j'avais traversé? Mais cet homme, mon nouveau mari Nikolai, m'a montré que tous les hommes ne sont pas comme Victor. Il m'a montré que le véritable amour ne repose pas sur le contrôle ni sur la manipulation, mais sur le respect mutuel, sur le soutien inconditionnel, sur la construction d'un avenir ensemble, quels que soient les obstacles. Aujourd'hui, alors que j'attends mon deuxième enfant, je me sens incroyablement chanceuse. Non pas parce que ma vie est parfaite, parce que personne n'a une vie parfaite, mais parce que j'ai appris à valoriser ce qui est vraiment important. J'ai appris à m'entourer de personnes qui m'aiment pour qui je suis, et non pour ce que je peux offrir. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous dans la vie? Des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous représentons. J'ai également appris à être plus forte, à ne pas laisser les épreuves me définir. Au lieu de cela, je les utilise pour grandir, pour apprendre, pour devenir une meilleure version de moi-même. Après tout ce qui s'était passé, alors que j'attendais mon deuxième enfant et que je commençais à voir la vie sous un nouvel angle, quelque chose me tracassait encore. J'avais trouvé le bonheur avec Nikolai, mon nouveau mari, un homme merveilleux qui m'avait montré que le véritable amour existait. Cependant, une ombre du passé planait toujours dans mon esprit, Teresa. Depuis qu'elle avait abandonné Victor et disparu après le test ADN, je n'avais plus jamais entendu parler d'elle. Parfois, je me demandais ce qu'il était advenu de sa vie, mais au fond de moi, je pensais que tout cela appartenait au passé. Un jour, cependant, cette ombre est revenue de manière inattendue. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai décidé de répondre, pensant qu'il s'agissait de quelque chose d'anodin. À ma grande surprise, c'est une voix familière et tendue qui s'est exprimée à l'autre bout du fil. Lena, c'est moi, Teresa. Je me suis figée en entendant son nom. Mon esprit était envahi de questions et de confusion. Pourquoi m'appelait-elle maintenant, après tout ce qui s'était passé? Teresa? Je répondis, la voix basse, essayant de rester calme. Qu'est-ce que tu veux? Il y eut un moment de silence avant qu'elle ne reprenne la parole. Sa voix était fragile, presque méconnaissable par rapport à la femme arrogante que j'avais connue. Je sais que tu n'as aucune raison de me parler. J'ai fait des choses terribles et je ne suis pas fière de ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez, j'ai besoin de votre aide. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Teresa demanded to LA? J'ai essayé de garder mon calme, tandis qu'un mélange d'incrédulité et de curiosité s'emparait de moi. Je ne comprends pas, Teresa. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est Victor. Sa voix a tremblé, et j'ai immédiatement compris que quelque chose de grave se passait. Il est hors de contrôle. Depuis que je l'ai quitté, il me suit, me harcèle et je crains pour ma vie et celle de mon fils. La mention de son fils, même s'il n'est pas biologiquement celui de Victor, a déclenché une alarme en moi. Je savais de quoi Victor était capable, mais je ne pouvais pas croire qu'il était allé aussi loin. J'avais du mal à assimiler ce que Teresa me disait, et la confusion s'est rapidement mêlée à un sentiment croissant de danger. Pourquoi me dis-tu cela? Demandai-je, la voix plus ferme. Après tout ce que tu as fait, je ne comprends pas pourquoi je devrais t'aider. Parce que ça ne s'arrête pas, Lena. Sa voix se brisa en un sanglot. Il ne s'arrêtera pas avec toi non plus. Il est toujours obsédé par l'idée que son fils est la clé de sa rédemption. Il ne peut pas accepter qu'il a tout perdu. Et si tu ne m'aides pas à l'arrêter, j'ai peur qu'il fasse quelque chose de terrible. Mes pensées vont et viennent. Je me souvenais de ma dernière rencontre avec Victor, de la façon dont il avait essayé d'arracher notre fils des bras de Nikolai, de son obsession à tout contrôler. Mais maintenant, avec cette nouvelle révélation, je me suis rendu compte que la situation était beaucoup plus grave que je ne l'avais pensé.
Peut-être avais-je sous-estimé jusqu'où son désespoir pouvait le conduire. Teresa, où es-tu maintenant? Demandai-je, réalisant que quelque chose de plus important était en jeu. Je me cache chez un ami. Mais il sait où je suis, et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir m'enfuir. Léna, je sais que je ne mérite pas ton aide, mais s'il te plaît, pour le bien de mon fils, et le tien, aide-moi à l'arrêter. Je ne pouvais pas ignorer son appel à l'aide. Même si mon instinct me disait que je devais protéger ma propre famille, je savais aussi que le seul moyen de mettre fin à tout cela était d'affronter Victor une fois pour toutes. Tout va bien, Teresa. Je vais t'aider, mais à une condition. Ne me mens pas. Dites-moi tout ce que vous savez sur Victor et ce qu'il fait depuis que vous l'avez quitté. Teresa prend une grande inspiration et commence à me raconter une histoire que je ne m'attendais pas à entendre. Depuis qu'elle l'a quitté, Victor est entré dans une spirale d'autodestruction. Il a perdu non seulement son travail, mais aussi tout contact avec la société. Il a déménagé d'un endroit à l'autre, cherchant toujours un moyen de retrouver son ancienne vie, jusqu'à ce qu'il commence à développer une dangereuse obsession pour ses enfants, ceux de Teresa et les nôtres. Il ne pouvait pas accepter la direction que sa vie avait prise et a commencé à blâmer tout le monde pour sa chute. Il a essayé de trouver du travail, mais sa réputation le suivait partout. Personne ne voulait l'embaucher. Et puis il s'est mis à boire, beaucoup. Teresa avait l'air de plus en plus angoissée. Aujourd'hui, il vit dans une auberge de jeunesse bon marché, mais il continue à me harceler. Il me suit partout, il m'appelle tout le temps et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. En l'écoutant, j'ai compris que je ne pouvais pas ignorer le danger que représentait Victor. Si je n'agissais pas, tôt ou tard, son obsession nous affecterait tous. J'ai raccroché le téléphone avec un plan en tête. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Nicolaï, assis sur le canapé après avoir couché notre fils. Mon mari, toujours calme et protecteur, m'a écouté attentivement. Nous ne pouvons pas permettre à Victor de continuer à harceler qui que ce soit, ni Teresa, ni nous, a-t-il déclaré, d'une voix ferme mais sereine. Je vais m'adresser à un avocat pour m'assurer que nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive, et si nécessaire, faire intervenir la police. Nous ne laisserons pas cet homme nous faire du mal. J'ai ressenti une vague de soulagement en sachant que je n'étais pas seule dans cette situation. Nicolaï était mon pilier, et ensemble, nous ferions tout ce qu'il faut pour protéger notre famille. Cependant, le véritable choc s'est produit quelques jours plus tard. Nous avions entamé les procédures légales pour nous protéger de Victor lorsque j'ai reçu un autre appel inattendu. Cette fois, c'était la police. Ils m'ont informé que Victor avait été retrouvé inconscient dans son appartement, et qu'il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Je ne sais que penser. Était-ce la fin de sa folie? Ou n'était-ce que le début de quelque chose d'encore plus sombre? Je me suis rendue à l'hôpital, plus pour obtenir des réponses que par inquiétude. À mon arrivée, j'ai trouvé Teresa assise dans la salle d'attente, le visage pâle et les yeux rougis par les pleurs. Nous nous sommes regardés en silence, sachant que la situation était bien plus compliquée qu'aucune de nous ne l'aurait imaginé. Le médecin est sorti de la salle d'urgence et s'est approché de nous. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de massue. Victor a été victime d'une attaque cérébrale, dit-il, le visage grave. Il est dans le coma. Nous ne savons pas s'il s'en remettra. J'étais paralysée. Je n'ai jamais voulu que Victor souffre, je voulais juste protéger ma famille. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Au fur et à mesure que le médecin expliquait la situation, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de colère ou de peur envers Victor. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de tout à fait inattendu, de la compassion. Non pas pour l'homme qui m'avait fait tant de mal, mais pour la personne brisée qui se cachait derrière toute sa cruauté. Teresa se tourne vers moi, les yeux pleins de larmes. « Que allons-nous faire maintenant ?» a-t-elle demandé, sa voix s'échappant à peine. J'ai regardé cette femme qui avait été ma rivale, mon ennemie, mais qui était maintenant aussi perdue que moi. Et j'ai compris que, finalement, Victor avait été sa propre victime. Un homme qui n'a pas su gérer ses échecs, qui s'est laissé dévorer par ses erreurs et ses obsessions. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Elans de Elevant, Teresa. Protégeons nos enfants et faisons en sorte que Victor ne leur fasse plus de mal, quoi qu'il arrive. Elle a acquiescé en silence, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai senti que le cycle se refermait enfin. La vie continuait, et avec elle, une nouvelle opportunité pour nous deux.
Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, il est impossible de ne pas réfléchir aux précieuses leçons qu'elle nous laisse. Chaque étape de ce parcours nous fait remettre en question nos propres choix, nos relations et ce qui est vraiment important dans la vie. Souvent, nous croyons que ce que nous avons est solide et inébranlable, mais la vérité est que tout peut changer en un clin d'œil. L'histoire de Léna nous montre à quel point une trahison peut être dévastatrice, mais elle révèle aussi quelque chose de plus profond, notre capacité à nous réinventer, à trouver de la force là où nous pensions qu'il n'y en avait plus. Léna a été trahie par l'homme qui avait juré de l'aimer. Victor n'a pas seulement brisé ses vœux, il a également détruit sa confiance et manipulé ses sentiments de manière cruelle. Cependant, le plus impressionnant dans cette histoire est que, au lieu de sombrer dans la rancune et l'amertume, Léna a réussi à surmonter ce traumatisme. Elle s'est reconstruite, elle a réappris à s'estimer, et surtout, elle a trouvé le véritable amour et une nouvelle vie aux côtés de son nouveau mari, Nikolai. Cette histoire nous enseigne à ne pas rester prisonniers de ce qui nous fait du mal, à ne pas laisser le comportement des autres définir notre valeur. Ce que Victor a fait était terriblement injuste, sans aucun doute. Mais la véritable leçon ici est que Léna n'a pas laissé la trahison de Victor la définir. Elle aurait pu se victimiser, laisser le ressentiment dominer sa vie, mais elle a choisi un autre chemin. Elle a choisi de pardonner non seulement à Victor, mais à elle-même, pour tout ce qu'elle a traversé. Et c'est là le point le plus important, se pardonner à soi-même. Lorsque nous nous sentons trahis ou déçus par quelqu'un, nous portons souvent le poids de la culpabilité, comme si nous avions fait quelque chose pour mériter cela. Mais la vérité est que le comportement des autres n'est pas notre responsabilité. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous choisissons de réagir. Alors, qu'apprenons-nous de ce parcours ? La première leçon est la résilience. La vie nous teste, nous place dans des situations qui semblent impossibles à surmonter. Mais si nous regardons de plus près, nous découvrirons que nous sommes plus forts que nous ne l'imaginions. Léna ne savait pas qu'elle possédait cette force jusqu'à ce qu'elle soit obligée de la trouver. Et tout comme elle, nous pouvons tous découvrir notre force intérieure lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. La deuxième leçon porte sur le véritable amour. Léna a découvert que le véritable amour n'est pas celui qui contrôle, qui manipule ou qui exige. Le véritable amour est celui qui nous soutient, qui nous encourage à grandir et qui nous valorise pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous pouvons offrir. C'est exactement ce que Léna a trouvé avec Nikolai. Une relation fondée sur le respect mutuel, le soutien inconditionnel et la confiance. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû puiser la force en vous-même ? Comment avez-vous fait face à une trahison ou une déception dans votre vie ? Partagez vos expériences dans les commentaires, car je crois que ces histoires de vie sont encore plus puissantes lorsque nous les partageons les uns avec les autres. Et n'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Votre abonnement nous aide à continuer à vous proposer ce type de contenu et à créer une communauté où nous pouvons apprendre et grandir ensemble. Pour terminer, je souhaite partager un message très spécial avec vous, un message qui est plus ancien que toute histoire que nous avons jamais racontée ici sur la chaîne, mais qui ne perd jamais son pouvoir et sa vérité. Jean 3h16. Avez-vous déjà entendu ce verset ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des passages les plus puissants de la Bible. Il parle de l'immense amour de Dieu, un amour si grand qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. L'histoire de Léna nous a montré comment il est possible de trouver la rédemption et un nouveau départ, mais l'Évangile nous révèle le plus grand de tous les nouveaux départs, le salut à travers Jésus. Tout comme Léna a trouvé la force de continuer, nous avons tous besoin de la force pour affronter les défis de la vie. Et souvent, cette force vient de l'amour de Dieu. Il est toujours prêt à nous aider à surmonter les épreuves, à nous guider et à nous donner la paix, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Et le plus beau dans tout cela, c'est que Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, car aucun de nous ne l'est. Il nous aime tels que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et nos imperfections. Si vous avez déjà traversé des moments difficiles, si vous vous êtes déjà senti perdu ou sans repère, sachez que Dieu est avec vous. Son amour est inconditionnel, et il vous appelle à recevoir le plus grand de tous les cadeaux, la vie éternelle à ses côtés. Tout ce que nous devons faire, c'est ouvrir nos cœurs et accepter Jésus comme notre Sauveur. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses ou d'être parfait pour recevoir cet amour. Dieu nous aime exactement tels que nous sommes, et il veut nous donner la paix et le réconfort que lui seul peut offrir.
Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, je vous invite à le faire dès maintenant. N'attendez pas que les circonstances changent ou que tout devienne parfait, car Jésus nous appelle à tout moment de notre vie. Tout ce qu'il souhaite, c'est notre oui. Il veut nous donner une nouvelle vie, une nouvelle espérance et un avenir éternel à ses côtés. Si aujourd'hui vous vous sentez prêt à faire ce pas, priez avec moi. Vous pouvez répéter cette prière en silence, dans votre cœur, ou à voix haute, où que vous soyez. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je sais que je suis pécheur, mais je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour que je puisse avoir la vie éternelle. Je t'accepte maintenant comme mon unique et suffisant Sauveur. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide-moi sur tes chemins. Merci de m'aimer et de me donner une nouvelle espérance. En ton nom, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, je tiens à vous féliciter. C'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre dans votre vie. Jésus vous aime, et à partir de maintenant, vous pouvez être sûr qu'il sera avec vous à chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais moments. Si vous avez accepté Jésus aujourd'hui, laissez un commentaire, car j'aimerais beaucoup le savoir et prier pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et de partager ce message avec ceux que vous aimez. Continuons à grandir ensemble, inspirés par l'amour de Dieu et les histoires qu'il écrit dans nos vies.